trappeurs de l'Arkansas, un roman de Gustave Aimard. Partie 1, chapitre 9. Le fantôme. Il était à peu près 8 heures du matin. Un joyeux soleil d'automne éclairait splendidement la prairie. Les oiseaux voltaient çà et là en poussant des cris bizarres, tandis que d'autres cachés au plus épais des feuillages formaient de mélodieux concerts. Parfois, un daim montrait sa tête effarouchée au-dessus des hautes herbes et disparaissait au loin en bondissant. 2 cavaliers revêtus du costume des coureurs des bois, montés sur de magnifiques chevaux à demi sauvages, suivaient au grand trot la rive gauche de la Grande Canadienne, tandis que plusieurs limiers à la robe noire, tachés de feu aux yeux et aux poitrails, couraient et gambadaient autour d'eux. Ces cavaliers étaient le Cœur Loyal et son ami Belle Humeur. Contrairement à ses habitudes, le Cœur Loyal semblait en proie à la joie la plus vive. Son visage rayonnait. Il jetait avec complaisance les yeux autour de lui. Parfois, il s'arrêtait, fixait son regard au loin, paraissant chercher à l'horizon quelque objet qu'il ne pouvait encore apercevoir. Alors, avec un mouvement de dépit, il se remettait en marche pour recommencer 100 pas plus loin la même manœuvre. « Ah, parbleu !» lui dit enfin Belle Humeur en riant. « Nous arrivons, soyez tranquille. »« Eh, caramba, je le sais bien, mais je voudrais déjà y être. Pour moi, les seuls moments de bonheur que Dieu m'accorde se passent auprès de celle que nous allons voir. Ma mère chérie, qui pour moi a tout quitté, tout abandonné sans regret, sans hésitation. Oh, que c'est bon d'avoir une mère, de posséder un cœur qui comprenne le vôtre, qui fasse abnégation complète de lui-même pour s'absorber en vous, qui vit de votre existence, se réjouissant de vos joies, s'attristant de vos peines, qui fait 2 parts de votre vie, se réservant la plus lourde, vous laissant la plus légère et la plus facile. Oh, Belle Humeur, pour bien comprendre ce que c'est que cet être divin composé de dévouement et d'amour que l'on nomme une mère, il faut comme moi en avoir été privé pendant de longues années, et puis tout à coup l'avoir retrouvée, plus aimante, plus adorable qu'auparavant. Que nous marchons lentement. Chaque minute de retard est un baiser de ma mère que le temps me vole. N'arriverons-nous donc jamais? Nous voici au gué. Je ne sais pourquoi, mais une crainte secrète me serre le cœur, un pressentiment indéfinissable me fait trembler malgré moi. Chassez ces idées noires, mon ami. Dans quelques minutes, nous serons près de votre mère. Oui, n'est-ce pas? Et pourtant, je ne sais si je m'abuse, mais on dirait que la campagne n'a pas son aspect accoutumé. Ce silence qui règne autour de nous, cette solitude qui nous environne, me semble peu naturelle. Nous voici près du village. Nous devrions déjà entendre les abois des chiens, le chant des coqs et ces 1000 bruits qui dénoncent les lieux habités. En effet, dit Belle Humeur avec une vague inquiétude, tout est bien silencieux autour de nous. Les voyageurs se trouvaient à un endroit où la rivière fait un coude assez brusque. Ses rives, profondément encaissées, couvertes d'immenses blocs de rochers et d'épais taillis, ne permettaient pas à la vue de s'étendre au loin. Le village vers lequel se dirigeaient les chasseurs n'était éloigné que d'une portée de fusil à peine du gué où ils se préparaient à traverser la rivière, mais il était complètement invisible à cause de la disposition des lieux. Au moment où les chevaux mettaient les pieds dans l'eau, ils firent un brusque mouvement en arrière, et les limiers poussèrent un de ces hurlements plaintifs, particuliers à leur race, qui glacent d'effroi l'homme le plus brave. « Qu'est-ce là ?» murmura le Cœur Loyal, en devenant pâle comme un mort et en jetant autour de lui un regard effaré. « Voyez !» répondit Belle Humeur, et du doigt il montra à son compagnon plusieurs cadavres que la rivière emportait et qui glissaient entre 2 eaux. « Oh !» s'écria le Cœur Loyal. « Il s'est passé ici quelque chose d'épouvantable. Ma mère ! Ma mère !»« Ne vous effrayez pas ainsi, » dit Belle Humeur. « Elle est sans doute en sûreté. » Sans écouter les consolations que son ami lui prodiguait, sans y croire lui-même, le Cœur Loyal enfonça les éperons dans le ventre de son cheval et s'élança dans les flots. Ils arrivèrent bientôt sur l'autre rive. Alors, tout leur fut expliqué.
Ils avaient devant eux la scène de désolation, la plus épouvantablement complète qui se puisse imaginer. Le village et le fort n'étaient plus qu'un monceau de ruines. Une fumée noire, épaisse et nauséabonde, montait en longue spirale vers le ciel. Au milieu du village s'élevait un mât sur lequel étaient cloués des lambeaux humains que des urubus disputaient avec de grands cris. Çà et là gisaient des cadavres à demi dévorés par les bêtes fauves et les vautours. Nul être vivant n'apparaissait. Rien n'était resté intact, tout était brisé ou renversé. L'on reconnaissait au premier coup d'œil que les Indiens avaient passé par là, avec leur rage sanguinaire et leur haine invétérée contre les Blancs. Leurs pas étaient profondément gravés en lettres de feu et de sang. « Oh !» s'écria le chasseur, en frémissant. « Mes pressentiments étaient un avertissement du ciel. Ma mère ! Ma mère !» Le cœur loyal se laissa tomber sur le sol avec désespoir. Il cacha sa tête dans ses mains et pleura. La douleur de cet homme si fortement trempé, doué d'un courage à toute épreuve et que nul danger ne pouvait surprendre, était comme celle du lion. Elle avait quelque chose d'effrayant. Ses sanglots, semblables à des rugissements, lui déchiraient la poitrine. Belle Humeur respecta la douleur de son ami. Quelle consolation pouvait-il lui offrir ? Mieux valait laisser couler ses larmes et donner au premier paroxysme du désespoir le temps de se calmer. Certain que cette nature de bronze ne se laisserait pas longtemps abattre et que bientôt viendrait une réaction qui lui permettrait d'agir. Seulement, avec cet instinct inné chez les chasseurs, il commença à fureter de tous les côtés, espérant trouver quelque indice qui plus tard servirait à diriger leurs recherches. Après avoir longtemps tourné autour des ruines, il fut tout à coup attiré du côté d'un buisson peu éloigné par des aboiements qu'il crut reconnaître. Il s'avança précipitamment. Un limier, semblable au sien, sauta joyeusement après ses jambes et l'étourdit par ses folles caresses. « Oh, oh !» dit le chasseur. « Que signifie cela ? Qui a attaché ainsi le pauvre Trim ?» Il coupa le lien qui retenait l'animal et s'aperçut alors qu'il avait au cou un papier plié en 4 et soigneusement attaché. Il s'en empara et courut rejoindre le cœur loyal. « Frère !» lui dit-il. « Espérez !» Le chasseur savait que son ami n'était pas homme à lui prodiguer de vulgaires consolations. Il leva vers lui son visage baigné de larmes. Aussitôt libre, le chien s'était mis à fuir avec une vélocité incroyable en poussant ses jappements sourds et saccadés des limiers sur la voie. Belle Humeur, qui avait prévu cette fuite, s'était hâtée d'attacher sa cravate autour du cou de l'animal. « On ne sait pas ce qui peut arriver, » murmura le Canadien en voyant le chien disparaître. Et sur cette réflexion philosophique, il était allé rejoindre son ami. « Qu'y a-t-il » demanda le cœur loyal. « Lisez » répondit simplement Belle Humeur. Le chasseur s'empara du papier qu'il lut avidement. Il ne contenait que ces mots. « Nous sommes prisonniers des Peaux-Rouges. Courage. Il n'est rien arrivé de malheureux à votre mère. »« Oh, Dieu soit béni !» s'écria le cœur loyal avec effusion en baisant le papier qu'il serra dans sa poitrine. « Ma mère est vivante. Oh, je la retrouverai. »« Par Dieu !» appuya Belle Humeur d'un accent convaincu. Un changement complet s'était comme par enchantement opéré dans l'esprit du chasseur. Il s'était redressé de toute sa hauteur, son front rayonnait. « Commençons nos recherches, » dit-il. « Peut-être quelqu'un des malheureux habitants a-t-il échappé à la mort ? Par lui, nous apprendrons ce qui s'est passé. »« Bien, » dit Belle Humeur avec joie. « C'est ça, cherchons. » Les chiens grattaient avec frénésie dans les ruines du fort. « Commençons par là, » dit le cœur loyal. Tous deux déblayèrent les décombres. Ils travaillaient avec une ardeur qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Au bout de 20 minutes, ils découvrirent une espèce de trappe. Des cris faibles et inarticulés se faisaient entendre au-dessous. « Ils sont là, » dit Belle Humeur. « Dieu veuille que nous soyons arrivés à temps pour les sauver. » Ce ne fut qu'après un temps assez long et avec des peines infinies qu'ils parvinrent à lever la trappe.
Alors, un spectacle horrible s'offrit à eux. Dans un caveau exhalant une odeur fétide, une vingtaine d'individus étaient littéralement empilés les uns sur les autres. Les chasseurs ne purent réprimer un mouvement d'effroi et se reculèrent malgré eux. Mais ils revinrent immédiatement au bord du caveau pour tâcher, s'il en était temps encore, de sauver quelques-unes de ces malheureuses victimes. De tous ces hommes, un seul donnait quelques signes de vie. Les autres étaient morts. Ils le sortirent du souterrain, l'étendirent doucement sur un amas de feuilles sèches et lui prodiguèrent les secours que son état réclamait. Les chiens léchaient les mains et le visage du blessé. Au bout de quelques minutes, cet homme fit un léger mouvement, ouvrit les yeux à plusieurs reprises, puis il poussa un profond soupir. Belle-Humeur introduisit entre ses dents serrées le goulot d'une bouteille de cuir pleine de rhum et l'obligea à boire quelques gouttes de liqueur. « Il est bien malade, » dit le chasseur. « Il est perdu, » répondit le cœur loyal en secouant la tête. Cependant, le blessé avait repris quelque force. « Mon Dieu, » dit-il, d'une voix faible et entrecoupée. « Mourir. Je vais mourir. » « Espérez, » lui dit doucement Belle-Humeur. Une rougeur fugitive colora les joues pâles du blessé, un sourire triste crispa le coin de ses lèvres. « Pourquoi vivrais-je » répondit-il. « Les Indiens ont massacré tous mes compagnons, après les avoir horriblement mutilés. La vie serait une trop lourde charge pour moi. Si avant de mourir vous désirez quelque chose qu'il soit en notre pouvoir de faire, parlez, et foi de chasseur, nous le ferons. » Les yeux du mourant étincelèrent d'une lueur fauve. « Votre gourde, » dit-il à Belle-Humeur. Celui-ci la lui donna. Le blessé but, avidement, son front se couvrit d'une sueur moite, et une rougeur fébrile enflamma son visage qui prit alors une expression effrayante. « Écoutez, » dit-il, d'une voix rauque et saccadée. « C'est moi qui commandais ici. Les Indiens, aidés par un misérable métis qui nous a vendus à eux, ont surpris le village. » « Le nom de cet homme » fit vivement le chasseur. « Il est mort. Je l'ai tué, » répondit le capitaine, avec un indéfinissable accent de haine et de joie. Les Indiens ont voulu s'emparer du fort. La lutte a été terrible. Nous étions 12 hommes résolus contre 400 sauvages. Que pouvions-nous faire ? Lutter jusqu'à la mort. C'est ce qui fut résolu. Les Indiens, reconnaissant l'impossibilité de s'emparer de nous, vivants, nous ont jeté les colons du village après les avoir scalpés et leur avoir coupé les poignets. Ensuite, ils ont incendié le fort. Le blessé, dont la voix s'affaiblissait de plus en plus et dont les paroles devenaient inintelligibles, but quelques gouttes de liqueur. Puis il continua son récit, que les chasseurs écoutaient avidement. Un souterrain, servant de cave, s'étendait sous les fossés du fort. Lorsque je reconnus que tout moyen de salut nous échappait, que la fuite était impossible, je fis descendre mes malheureux compagnons dans cette cave, espérant que Dieu permettrait peut-être que nous pussions nous sauver ainsi. Quelques minutes plus tard, le fort s'écroula sur nous. Nul ne peut s'imaginer les tortures que nous avons souffertes dans ce gouffre infect, sans air et sans lumière, les cris des blessés. Et nous l'étions tous plus ou moins, demandant de l'eau. Le râle des mourants formait un épouvantable concert qu'il n'est donné à aucune plume de décrire. Nos souffrances, déjà intolérables, s'accrurent encore par le manque d'air. Une espèce de folie furieuse s'empara de nous. Nous nous ruâmes les uns contre les autres, et dans les ténèbres, sous une masse de décombres, commença un combat hideux qui ne devait se terminer que par la mort de tous les combattants. Combien dura-t-il de temps ? Je ne saurais le dire.
Déjà je sentais que la mort qui avait saisi tous mes compagnons allait aussi s'emparer de moi. Lorsque vous êtes venu la retarder de quelques minutes. Dieu soit loué. Je ne mourrai pas sans vengeance. Après ces mots prononcés d'une voix presque inarticulée, il y eut un silence funèbre entre ces trois hommes, silence interrompu seulement par le râle sourd du mourant, dont l'agonie commençait. Tout à coup, le capitaine se raidit avec force, il se redressa, et fixant un regard sanglant sur les chasseurs, « Les sauvages qui m'ont attaqué appartiennent à la nation des Comanches, dit-il. Leur chef se nomme la Tête d'Aigle. Jurez de me venger en loyaux chasseurs. Nous le jurons, nous le jurons, s'écrièrent les deux hommes d'une voix ferme. Merci, murmura le capitaine. Et tombant brusquement en arrière, il resta immobile. Il était mort. Son visage crispé et ses yeux ouverts conservaient encore l'expression de haine et de désespoir qui l'avait animé à son dernier moment. Les chasseurs le considérèrent un instant, puis secouant cette impression pénible, ils se mirent en devoir de rendre les honneurs suprêmes aux malheureuses victimes de la rage des Indiens. Au dernier rayon du soleil couchant, ils terminaient la rude tâche qu'ils s'étaient imposée. Après avoir pris quelques instants de repos, le cœur loyal se leva et sella son cheval. « Maintenant, frère, dit-il à belle humeur, mettons-nous sur la piste de la Tête d'Aigle. »« Allons, répondit le chasseur. Les deux hommes jetèrent autour d'eux un long et triste regard d'adieu, et sifflant leurs chiens, ils s'enfoncèrent hardiment sous la forêt, dans les profondeurs de laquelle avaient disparu les Comanches. En ce moment, la lune se leva dans un océan de vapeur et répandit à profusion ses rayons mélancoliques sur les ruines du village américain, dans lequel régnaient pour toujours la solitude et la mort. Chapitre 10. Le camp retranché. Nous laisserons aux chasseurs suivre la piste des peaux-rouges et nous reviendrons au général. Quelques minutes après que les deux hommes eurent quitté le camp des Mexicains, le général sortit de la tente et tout en jetant un regard investigateur autour de lui et respirant l'air frais du matin, il se mit à se promener de long en large d'un air préoccupé. Les événements de la nuit avaient produit une vive impression sur le vieux soldat. Pour la première fois, peut-être, depuis qu'il avait entrepris cette expédition, il l'entrevoyait sous son véritable jour. Il se demandait s'il avait bien réellement le droit d'associer à cette vie de péril et d'embûches continuelles une jeune fille de l'âge de sa nièce, dont l'existence n'avait été jusqu'à ce moment qu'une suite non interrompue de douces et tranquilles émotions, et qui probablement ne pourrait pas s'accoutumer à ces dangers incessants et à ces agitations de la vie des prairies, qui en peu de temps brisent les ressorts des âmes les mieux trempées. Sa perplexité était grande. Il adorait sa nièce. C'était son seul amour, sa seule consolation. Pour elle, il aurait 1000 fois sacrifié tout ce qu'il possédait, sans regret et sans hésitation. Mais d'un autre côté, les raisons qui l'avaient obligé à entreprendre ce périlleux voyage étaient d'une importance telle qu'il frémissait et sentait une sueur froide envahir son front, rien qu'à la pensée d'y renoncer. « Que faire ?» disait-il. « Que faire ?» Donia Luz, qui sortait à son tour de la tente, aperçut son oncle dont la promenade saccadée durait toujours. Elle accourut vers lui, et lui jetant avec abandon les bras autour du cou. « Bonjour, mon oncle !» lui dit-elle en l'embrassant. « Bonjour, ma fille !» répondit le général. Il avait l'habitude de la nommer ainsi. « Eh, mon enfant, vous êtes bien gai ce matin ?» Et il lui rendit avec effusion les caresses qu'elle lui prodiguait. « Pourquoi ne serais-je pas gai, mon oncle ? Grâce à Dieu, nous venons d'échapper à un immense péril.
Tout semble sourire dans la nature. Les oiseaux chantent sur toutes les branches, le soleil nous inonde de ses chauds rayons. Nous serions ingrats envers le Créateur si nous restions insensibles à cette manifestation de son pouvoir. Ainsi, nos périls de cette nuit n'ont laissé aucune fâcheuse impression dans votre esprit, cher enfant. Aucune, mon oncle, si ce n'est une immense reconnaissance pour les bienfaits dont Dieu nous accable. Bien, ma fille, répondit le général avec joie. Je suis heureux de vous entendre parler ainsi. Tant mieux, si je vous fais plaisir, mon oncle. De sorte, reprit le général, suivant toujours son idée, que la vie que nous menons en ce moment ne vous fatigue pas. Nullement. Je la trouve fort agréable, au contraire, dit-elle, en souriant, et surtout fort accidentée. Oui, fit le général, en partageant la gaieté de sa nièce. Mais, ajouta-t-il, en redevenant sérieux, il me semble que nous oublions un peu trop nos libérateurs. Ils sont partis, répondit Don Nialous. Ils sont partis, dit le général en tressaillant. Depuis 1 heure déjà. Comment le savez-vous, ma nièce? Pour une raison toute simple, mon oncle. Ils m'ont dit adieu avant de nous quitter. Ce n'est pas bien, murmura le général avec tristesse. Un service oblige autant ceux qui le rendent que ceux qui le reçoivent. Ils n'auraient pas dû nous abandonner ainsi, sans nous dire si nous pourrons jamais les revoir, et même sans nous laisser leur nom. Je les sais? Vous les savez, ma fille, dit le général avec étonnement. Oui, mon oncle, avant de partir, ils me les ont dit. Et comment se nomme-t-il? Demanda vivement le général. Le plus jeune, Belle Humeur. Et le plus âgé, le Cœur Loyal. Oh! Il faudra que je retrouve ces 2 hommes, dit le général, avec une émotion dont il ne put se rendre compte. Qui sait? Répondit la jeune fille rêveuse. Peut-être au premier danger qui nous menacera, les verrons-nous apparaître comme 2 bienfaisants génies? Dieu veuille que ce ne soit pas à une pareille cause que nous devions leur retour parmi nous. Le capitaine vint leur adresser les souhaits du matin. Eh bien, capitaine, dit en souriant le général, vos hommes sont-ils remis de leurs émotions? Parfaitement, général, répondit le jeune homme. Ils sont prêts à repartir, dès que vous en donnerez l'ordre. Après déjeuner, nous lèverons le camp. Veuillez, je vous prie, donner les ordres nécessaires aux lanceros et m'envoyer le babillard. Le capitaine se retira. Quant à vous, ma nièce, continua le général en s'adressant à Don Nialous, surveillez, je vous prie, les apprêts du déjeuner, tandis que je causerai avec le guide. La jeune fille s'envola. Le babillard arriva bientôt. Son air était plus sombre, sa mine plus renfrognée que de coutume. Le général ne parut pas s'en apercevoir. « Vous savez, lui dit-il, qu'hier je vous ai manifesté l'intention de trouver un emplacement où ma troupe puisse camper, en sûreté, pendant quelques jours. »« Oui, général. »« Vous m'avez assuré connaître un endroit qui remplirait parfaitement ce but. »« Oui, général. » Êtes-vous disposé à m'y conduire? Quand vous voudrez. Combien nous faut-il de temps pour nous y rendre? 2 jours. Fort bien. Nous partirons aussitôt après le déjeuner. Le babillard s'inclina sans répondre. À propos, dit le général avec une feinte indifférence. Il me semble qu'il nous manque un de vos hommes. Oui. Qu'est-il devenu? Je ne sais pas. Comment? Vous ne le savez pas? S'écria le général avec un coup d'œil investigateur. Non. Dès qu'il a vu l'incendie, la peur s'est emparée de lui, et il s'est sauvé. Eh bien? Il aura probablement été victime de sa couardise. Que voulez-vous dire? Le feu l'aura dévoré. Pauvre diable. Un sourire sardonique crispa les lèvres du guide. Vous n'avez plus rien à me dire, général? Non. Ah! Attendez. J'attends.
Ne connaissez-vous pas ces deux chasseurs, qui cette nuit nous ont rendu un si grand service? Tout le monde se connaît dans la prairie. Quels sont ces chasseurs? Des chasseurs et des trappeurs. Ce n'est pas cela que je vous demande. Quoi donc alors? Je vous parle de leur moralité. Ah, fit le guide avec un mouvement. Oui? Je ne sais pas. Comment se nomme-t-il? Belle humeur et le cœur loyal. Et vous ne connaissez rien de leur vie? Rien. C'est bien. Vous pouvez vous retirer. Le guide salua et rejoignit à pas lents ses compagnons qui faisaient leurs préparatifs de départ. Murmura le général en le suivant des yeux. Je surveillerai ce drôle. Il y a du louche dans sa conduite. Après cet aparté, le général entra dans la tente où le capitaine, le docteur et Donia Luz l'attendaient pour déjeuner. Le repas fut court. Une demi-heure plus tard, tout au plus, la tente était repliée, les caisses chargées sur les mules, et la caravane continuait son voyage sous la direction du babillard, qui marchait en éclaireur à une vingtaine de pas en avant. L'aspect de la prairie avait bien changé depuis la veille. La terre noire et brûlée était recouverte par places de monceaux de cendres fumantes. Çà et là, des arbres calcinés, mais debout encore, montraient leurs squelettes attristants. Au loin, l'incendie grondait toujours, et des nuages d'une fumée cuivrée masquaient l'horizon. Les chevaux n'avançaient qu'avec précaution sur ce terrain accidenté, où parfois ils trébuchaient contre les os des animaux saisis par l'étreinte terrible des flammes. Une sombre tristesse, augmentée encore par la vue du paysage qui se déroulait devant eux, s'était emparée des voyageurs. Ils marchaient auprès les uns des autres, sans se parler, enfoncés dans leurs réflexions. Le chemin que suivait la caravane serpentait dans un étroit ravin, lit desséché de quelques torrents, profondément encaissé entre deux collines. Le terrain foulé par le pied des chevaux se composait de cailloux ronds qui fuyaient sous leurs sabots, et augmentaient les difficultés de la marche, rendues plus difficiles encore par les rayons brûlants du soleil qui tombaient d'aplomb sur les voyageurs, sans qu'ils pussent s'en garantir. Car le pays qu'ils traversaient avait pris complètement l'apparence de l'un de ces vastes déserts que l'on rencontre dans l'intérieur de l'Afrique. La journée s'écoula ainsi, sans que, à part la fatigue qui les accablait, aucun incident rompit la monotonie du voyage. Le soir, ils campèrent dans une plaine absolument nue, mais à l'horizon, ils aperçurent la verdure, ce qui fut pour eux une grande consolation. Ils allaient enfin entrer dans une zone épargnée par l'incendie. Le lendemain, 2 heures avant le lever du soleil, le babillard donna l'ordre du départ. Cette journée fut encore plus fatigante que la précédente. Les voyageurs étaient littéralement exténués lorsque l'on campa. Le babillard n'avait pas trompé le général. Le site était admirablement choisi pour repousser une attaque indienne. Nous ne le décrirons pas, le lecteur le connaissant déjà. C'était en ce lieu que se trouvaient les chasseurs lorsque pour la première fois nous les avons mis en scène. Le général, après avoir jeté autour de lui ce regard infaillible de l'homme de guerre, ne put s'empêcher de manifester sa satisfaction. « Bravo, dit-il au guide. Si nous avons eu des difficultés presque insurmontables à vaincre pour arriver ici, au moins nous pourrions, le cas échéant, y soutenir un siège. » Le guide ne répondit pas. Il s'inclina, avec un sourire équivoque, et se retira. « C'est étonnant, » murmura le général. « Bien qu'en apparence la conduite de cet homme soit loyale, et qu'il me soit impossible de lui reprocher la moindre chose, malgré cela, je ne sais pourquoi, j'ai le pressentiment qu'il nous trompe et qu'il machine quelque diabolique projet contre nous. » Le général était un vieux soldat rempli d'expérience, qui ne voulait rien laisser au hasard, ce Deus ex machina, qui rompt en une seconde les plans les mieux conçus. Malgré la fatigue de ses gens, il ne voulait pas perdre une minute. Aidé par le capitaine, il fit abattre une énorme quantité d'arbres afin de former un solide retranchement hérissé de chevaux de frise. Derrière le retranchement, les lanceros creusèrent un large fossé dont ils rejetèrent la terre du côté du camp,
Puis derrière ce deuxième retranchement, les ballots furent empilés de façon à former une troisième et dernière enceinte. On planta la tente au milieu du camp, les sentinelles furent placées, et chacun alla se livrer à un repos dont il avait le plus grand besoin. Le général, qui avait l'intention de séjourner quelque temps en ce lieu, voulait autant que possible assurer la sécurité de ses compagnons, et grâce à ses minutieuses précautions, il croyait avoir réussi. Depuis 2 jours, les voyageurs marchaient à travers des chemins exécrables, dormant à peine, ne s'arrêtant que le temps strictement nécessaire pour prendre un peu de nourriture. Nous l'avons dit, ils étaient rendus de fatigue. Aussi, malgré tout leur désir de rester éveillés, les sentinelles ne purent résister au sommeil qui les accablait, et elles ne tardèrent pas de tomber dans un assoupissement profond. Vers minuit, au moment où tout le monde dans le camp était plongé dans le sommeil, un homme se leva doucement, et rampant dans l'ombre avec la légèreté d'un reptile, marchant avec des précautions extrêmes, il se glissa en dehors des barricades et des retranchements. Alors, il s'étendit sur le sol, et peu à peu, d'une façon presque insensible, s'aidant des mains et des genoux, il se dirigea à travers les hautes herbes vers une forêt qui couvrait les premiers plans de la colline et s'étendait au loin dans la prairie. Arrivé à une certaine distance, sûr désormais de ne pas être découvert, il se releva. Un rayon de lune passant entre 2 nuages vint alors éclairer son visage. Cet homme était le babillard. Il regarda autour de lui, avec soin, tendit l'oreille, puis avec une perfection inouïe, il imita le cri du chien des prairies. Presque instantanément, le même cri fut répété, et un homme parut à 10 pas au plus du babillard. Cet homme était le guide, qui 3 jours auparavant s'était échappé du camp aux premières lueurs de l'incendie. Chapitre 11. Le marché. Les Indiens et les coureurs des bois ont 2 langues, dont ils se servent tour à tour, suivant les circonstances. La langue parlée et la langue mimée. Comme la langue parlée, la langue mimée a en Amérique des fluctuations infinies. Chacun, pour ainsi dire, fait la sienne. C'est un composé de gestes bizarres et mystérieux, une espèce de télégraphe maçonnique, dont les signes qui varient à volonté ne sont compréhensibles que pour un petit nombre d'adeptes. Le babillard et son compagnon s'entretenaient par gestes. Cette conversation singulière dura près d'1 heure. Elle semblait vivement intéresser les interlocuteurs, si vivement les intéresser même, qu'ils ne remarquèrent pas, malgré les précautions extrêmes dont ils avaient usé pour ne pas être surpris, 2 yeux ardents qui, du milieu d'un fourré, étaient fixés sur eux, avec une ténacité étrange. « Enfin, dit le babillard, en se risquant à prononcer quelques mots. « J'attends votre bon plaisir. »« Et vous ne l'attendrez pas longtemps, » répondit l'autre. « Je compte sur toi, Kennedy. Pour moi, j'ai rempli ma promesse. »« C'est bon, c'est bon. Il n'est pas besoin de tant de mots pour s'entendre, » fit Kennedy en haussant les épaules. « Seulement, tu aurais pu les conduire dans une position moins forte. Il ne sera pas facile de les surprendre. »« Cela vous regarde, » dit le babillard avec un mauvais sourire. Son compagnon le considéra un instant, avec attention. « fit-il. « Prends garde, compadre. C'est presque toujours une maladresse de jouer un double jeu, avec des hommes comme nous. »« Je ne joue pas un double jeu, mais nous nous connaissons depuis longtemps, n'est-ce pas, Kennedy ? » ?»« Après ? Eh bien, je ne veux pas que cette fois il m'arrive ce qui déjà m'est arrivé. Voilà tout. Reculerais-tu ? Ou bien songerais-tu à nous trahir ? Je ne recule pas, et je n'ai nullement l'intention de vous trahir. Seulement, répéta l'autre. Cette fois, je ne veux vous livrer ce que je vous ai promis que lorsque mes conditions seront acceptées bien carrément. Sinon, non. Au moins, voilà de la franchise. Il faut de la loyauté en affaires, observa le babillard en hochant la tête. C'est juste. Eh bien, répète-moi tes conditions. Je verrai si nous pouvons les accepter. À quoi bon ? Tu n'es pas le principal chef, n'est-ce pas ? C'est vrai, mais pourtant,
Tu n'y pourrais rien. Ainsi c'est inutile. Ah si! Wakteno, celui qui tue, était là. Ce serait autre chose. Je suis certain que nous nous entendrions bientôt. Parle donc alors, car il t'écoute, dit une voix forte et sonore. Il se fit un certain mouvement dans les buissons, et le personnage, qui jusqu'à ce moment était demeuré témoin invisible de la conversation des deux hommes, jugea sans doute que l'heure d'y prendre part était arrivée, car d'un bond, il s'élança du milieu des broussailles qui le cachaient et vint se placer entre les interlocuteurs. « Oh oh! Vous nous écoutiez, capitaine Wakteno, fit le babillard toujours impassible. Cela vous contrarie? Demanda le nouvel arrivé, avec un sourire ironique. Pas le moins du monde. Continuez alors, mon brave ami. Je suis tout oreille. Au fait, dit le guide, cela vaut peut-être mieux ainsi. Très bien. Parlez. Je vous écoute. Le personnage auquel le babillard donnait le terrible nom indien de Wakteno était un homme de pure race blanche, âgé de 30 ans au plus, d'une taille haute et bien proportionnée, d'une tournure élégante, portant avec un certain laisser-aller le costume pittoresque des coureurs des bois. Ses traits étaient nobles, caractérisés, empreints de cette expression hautaine et loyale que l'on rencontre si souvent parmi les hommes habitués à la rude et libre vie des prairies. Il fixait sur le babillard ses grands yeux noirs pleins d'éclairs, un mystérieux sourire plissait ses lèvres, et il s'appuyait nonchalamment sur sa carabine, tout en écoutant le guide. « Si je fais tomber entre vos mains les gens que je suis payé pour escorter et pour conduire, au moins ne le ferai-je qu'autant que j'y trouverai un large bénéfice, » dit le bandit. « C'est juste, » observa Kennedy, « et ce bénéfice le capitaine est prêt à te l'assurer. » Oui, fit l'autre, en baissant la tête en signe de consentement. Très bien, reprit le guide. Mais quel sera ce bénéfice? Que demandez-vous? Dit le capitaine. Encore faut-il connaître vos conditions, afin de savoir si on peut vous satisfaire. Oh, mes conditions sont bien simples. Mais encore? Le guide hésita, ou pour mieux dire, il calcula mentalement les chances de gain et de perte que lui offrait cette affaire. Puis au bout d'un instant, il reprit. « Ces Mexicains sont fort riches ?»« C'est probable, » dit le capitaine. « Alors il me semble que... » « Parlez sans tergiverser, babillard. Nous n'avons pas le temps d'écouter vos circonlocutions. De même que les autres demi-sang, la nature indienne l'emporte toujours chez vous, et jamais vous ne pouvez franchement venir au fait. »« Eh bien, » reprit brutalement le guide, « je veux 5000 piastres fortes, où il n'y a rien de fait. » « À la bonne heure. Au moins, voilà qui est parlé. Maintenant nous savons à quoi nous en tenir. Vous voulez 5000 piastres? Oui. Et moyennant cette somme, vous vous chargez de nous livrer le général, sa nièce, et tous les individus qui les accompagnent. À votre premier signal. Très bien. À présent, écoutez ce que je vais vous dire. J'écoute. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Parfaitement. Vous savez que l'on peut compter sur ma parole. Elle est d'or. Bon. Si vous remplissez loyalement les engagements que vous prenez librement envers moi, c'est-à-dire si vous me livrez, je ne dis pas tous les Mexicains qui composent votre caravane, gens fort honorables sans doute, mais dont je me soucie très peu, mais seulement la jeune fille que l'on nomme, je crois, Doña Luz, je ne vous donnerai pas 5000 piastres, comme vous me le demandez, mais 8000. Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas? Les yeux du guide brillèrent de convoitise et de cupidité. « Oui, dit-il. « Bien. Mais ce sera difficile de l'attirer seul en dehors du camp. C'est votre affaire. J'aimerais mieux vous les livrer tous en bloc. Au diable! Que voulez-vous que j'en fasse? Que dira le général? Ce qu'il voudra. Cela ne me regarde pas. Oui ou non? Acceptez-vous le marché que je vous propose? J'accepte. Vous jurez d'être fidèle à nos conditions?
Je le jure. Maintenant. Combien de temps le général compte-t-il rester dans son nouveau campement? 10 jours. Que me disiez-vous donc? Que vous ne saviez comment attirer la jeune fille au dehors, ayant tant de temps devant vous? Dame, je ne savais pas quand vous exigiez qu'elle vous fût livrée, moi. C'est juste. Eh bien, je vous donne 9 jours, c'est-à-dire que la veille du départ, la jeune fille me sera remise. Oh, de cette façon? Ainsi, cet arrangement vous convient? On ne peut mieux. C'est arrêté. Irrévocablement. Tenez, babillard, dit le capitaine en remettant au guide une magnifique épingle en diamant qu'il portait, piquée dans sa blouse de chasse. Voici mes arts. Oh! Fit le bandit avec joie, en s'emparant vivement du bijou. Cette épingle, reprit le capitaine, est un cadeau que je vous fais, en sus des 8000 piastres que je vous compterai en recevant Donialus. Vous êtes noble et généreux, capitaine, dit le guide, et l'on est heureux de vous servir. Seulement, reprit le capitaine d'une voix rude, avec un regard froid comme une lame d'acier. Souvenez-vous que l'on me nomme celui qui tue, et que si vous me trompez, il n'existe pas dans la prairie de lieu assez fort ni assez ignoré pour vous garantir des terribles effets de ma vengeance. Je le sais, capitaine, répondit le métis en frémissant malgré lui. Mais vous pouvez être tranquille. Je ne vous tromperai pas. Je le souhaite. Maintenant, séparons-nous. On pourrait s'apercevoir de votre absence. Dans 9 jours, je serai ici. Dans 9 jours, je vous remettrai la jeune fille. Le guide, après cette dernière parole, regagna le camp dans lequel il rentra sans être vu. Dès qu'ils furent seuls, les 2 hommes avec lesquels le babillard venait de faire cet étrange et hideux marché s'enfoncèrent silencieusement dans les broussailles au milieu desquelles ils rampèrent comme des serpents. Ils atteignirent bientôt les bords d'un petit ruisseau qui coulait inaperçu et ignoré dans la forêt. Kennedy siffla d'une certaine façon à 2 reprises différentes. Un faible bruit se fit entendre, et un cavalier tenant 2 chevaux en main parut à quelques pas en avant du lieu où ils étaient arrêtés. « Viens, Frank, dit Kennedy. Tu peux approcher, sans crainte. » Le cavalier s'avança aussitôt. « Quoi de nouveau ?» demanda Kennedy. « Rien de bien important, » répondit le cavalier. « J'ai découvert une piste indienne. »« Ah !» fit le capitaine. « Nombreuse ?»« Assez. »« Dans quelle direction ?»« Elle coupe la prairie de l'est à l'ouest. »« Bien, Frank. Et quels sont ces Indiens ?»« Autant que je puis le supposer, ce sont des Comanches. » Le capitaine réfléchit un instant. « Oh, c'est quelque détachement de chasseurs, dit-il. « C'est probable, répondit Frank. Les 2 hommes se mirent en selle. « Frank, et toi, Kennedy, fit le capitaine au bout d'un instant. Rendez-vous à la passée du Buffalo. Vous camperez dans la grotte qui s'y trouve. Surveillez avec soin les mouvements des Mexicains, tout en vous arrangeant de façon à ne pas être découvert. Soyez tranquille, capitaine. Oh, je sais que vous êtes adroit et dévoué, compagnon. Aussi, je m'en rapporte totalement à vous. Surveillez aussi le babillard. Ce métis ne m'inspire qu'une médiocre confiance. Cela sera fait. Maintenant, au revoir. Vous recevrez bientôt de mes nouvelles. Malgré l'obscurité, les 3 hommes partirent au galop et s'enfoncèrent dans le désert dans 2 directions différentes. Chapitre 12. Psychologie. Le général avait gardé un secret si profond sur les causes qui lui avaient fait entreprendre un voyage dans les prairies de l'ouest des États-Unis que les personnes qui l'accompagnaient n'avaient pu seulement les soupçonner. Déjà, plusieurs fois, sur son ordre et sans aucune raison apparente, la caravane avait campé dans des régions complètement désertes,
où elle avait passé 8, 10 et même 15 jours, sans que rien semblât motiver cette halte. Dans ces divers campements, le général partait chaque matin suivi de l'un des guides et ne revenait que le soir. Que faisait-il pendant les longues heures qu'il restait absent? Dans quel but ses explorations, au retour desquelles une tristesse plus grande assombrissait son visage? Nul ne le savait. Durant ces excursions, Doña Luz menait une existence assez monotone, isolée au milieu des gens grossiers qui l'environnaient. Elle passait tristement ses journées assise devant sa tente ou montée sur son cheval, escortée par le capitaine Aguilar ou le gros docteur. Elle faisait auprès du camp des promenades sans but et sans intérêt. Il arriva, cette fois encore, ce qui était arrivé aux précédentes stations de la caravane. La jeune fille abandonnée par son oncle et même par le docteur, qui poursuivait avec une ardeur toujours plus grande la recherche de sa plante fantastique et partait résolument chaque matin pour herboriser, en fut réduite à la compagnie du capitaine Aguilar. Mais le capitaine Aguilar était, nous sommes forcés d'en convenir, bien que jeune, élégant et doué d'une certaine intelligence relative, un compagnon peu récréatif pour Doña Luz. Hardi soldat, doué d'un courage de lion, entièrement dévoué au général auquel il devait tout, le capitaine avait pour la nièce de son chef un attachement et un respect extrêmes. Il veillait avec soin à sa sûreté, mais il ignorait complètement les moyens de lui rendre le temps plus court par ses attentions et ses douces causeries qui plaisent tant aux jeunes filles. Cette fois, Doña Luz ne s'ennuyait pas. Depuis la nuit terrible de l'incendie, depuis que, tel qu'un de ces héros fabuleux dont elle avait si souvent lu l'histoire et les hauts faits incroyables, le cœur loyal lui était apparu pour la sauver, elle et ceux qui l'accompagnaient, un sentiment nouveau et dont elle n'avait pas songé à se rendre compte avait germé dans son cœur de jeune fille, avait grandi peu à peu, et en quelques jours à peine s'était emparé de tout son être. L'image du chasseur était incessamment présente à sa pensée, ceinte de cette auréole grandiose que donne une énergie invincible à l'homme qui lutte corps à corps contre un danger immense et l'oblige à reconnaître sa supériorité. Elle se plaisait à rappeler dans son esprit prévenu les différentes péripéties de cette tragédie de quelques heures, pendant lesquelles le chasseur avait joué le plus grand rôle. Sa mémoire implacable, comme celle de toutes les jeunes filles pures encore, lui retraçait avec une fidélité inouïe les moindres détails de ces phases sublimes. En un mot, elle reconstruisait par la pensée la série d'événements auxquels le chasseur s'était subitement mêlé, et qu'il avait, grâce à son indomptable courage et sa présence d'esprit, dénoué d'une façon si heureuse pour ceux qu'il était tout à coup venus secourir à l'instant où tout espoir leur était enlevé. La manière brusque dont le chasseur était parti, dédaignant les remerciements les plus simples et ne paraissant plus songer à ceux qui l'avaient sauvée, avait froissé la jeune fille. Elle était piquée, plus qu'on ne saurait dire, de cette indifférence réelle ou affectée. Aussi, cherchait-elle constamment dans son esprit les moyens de faire repentir son sauveur de cette indifférence. Si le hasard, une seconde fois, les mettait en présence l'un de l'autre. On le sait. Bien que cela puisse au premier abord sembler un paradoxe, de la haine, ou du moins de la curiosité à l'amour, il n'y a qu'un pas. Doña Luz le franchit en courant, sans s'en apercevoir. Ainsi que nous l'avons dit, Doña Luz avait été élevée dans un couvent, sur le seuil duquel venaient sans écho mourir les bruits du monde. Son enfance s'était passée, calme et décolorée, dans les pratiques religieuses ou plutôt superstitieuses qui, au Mexique, forment le fond de la religion. Lorsque son oncle la retira du couvent pour la mener avec lui dans le voyage qu'il méditait dans les prairies, la jeune fille ignorait les plus simples exigences de la vie, et se doutait aussi peu de l'existence du monde extérieur dans lequel elle allait se trouver jetée subitement, qu'un aveugle de naissance se doute de l'éclat fulgurant des rayons du soleil. Cette ignorance, qui servait admirablement les projets de son oncle, était pour la jeune fille une pierre d'achoppement contre laquelle, à chaque minute du jour, elle allait trébucher, malgré elle. Mais grâce aux soins dont l'entoura le général, les quelques semaines qui s'écoulèrent avant leur départ de Mexico, s'était passé, sans trop de peine pour la jeune fille.
Nous devons cependant noter ici un incident futile en apparence, mais qui laissa une trace trop profonde dans l'esprit de Donia Luz pour ne pas le rapporter. Le général s'occupait activement à rassembler les gens dont il avait besoin pour son expédition. Il était obligé, pour cette raison, de négliger sa nièce, plus qu'il ne l'aurait voulu. Cependant, comme il craignait que la jeune fille ne s'ennuyât de rester seule, confinée avec une vieille duègne dans le palais qu'il occupait, Calle de los Plateros, il l'envoyait fréquemment en soirée chez une de ses parentes qui recevait une société choisie et auprès de laquelle sa nièce passait le temps d'une manière comparativement plus agréable. Or, un soir que la réunion avait été plus nombreuse que de coutume, on s'était séparés beaucoup plus tard. Au premier coup de 11 heures, sonnant à l'antique horloge du couvent de la Merced, Donia Luz et sa duègne, précédés d'un péon qui portait un falot pour éclairer leur route, regagnaient, en jetant à droite et à gauche des regards effarés, le palais qu'elles habitaient. Elles n'avaient plus que quelques pas à faire, lorsque tout à coup, en tournant le coin de la calle San Agustín pour entrer dans celle de Plateros, 4 ou 5 hommes de mauvaise mine semblèrent surgir du sol et entourèrent les deux dames après avoir préalablement éteint d'un vigoureux coup de poing le falot porté par le péon. Exprimer la frayeur de la jeune fille à cette apparition inattendue est chose impossible. Elle fut tellement effrayée que, sans avoir la force de pousser un cri, elle tomba à genoux les mains jointes devant les bandits. La duègne, au contraire, poussait des cris assourdissants. Les bandits mexicains, tous gens expéditifs, eurent en un tour de main réduit la duègne au silence en la bâillonnant avec son rebosso. Puis, avec tout le calme que ces dignes gens apportent dans l'exercice de leurs fonctions, assurés comme ils le sont de l'impunité que leur accorde la justice avec laquelle, en revanche, ils partagent la plupart du temps, ils procédèrent au dépouillement de leurs victimes. Ce qui ne fut pas long. Non seulement celles-ci ne songeaient pas à résister, mais au contraire, elles se dépouillaient elles-mêmes en toute hâte de leurs bijoux, que les bandits empochaient avec des grimaces de plaisir. Mais au plus beau moment de cette opération, une épée flamboya soudain au-dessus de leur tête, et 2 bandits roulèrent sur le sol en jurant et en poussant des hurlements de fureur. Ceux qui restaient debout, outrés de cette attaque en dehors de leurs habitudes, voulurent venger leurs compagnons et se ruèrent avec furie contre leur agresseur. Celui-ci, sans s'étonner de leur nombre, fit un pas en arrière, tomba en garde et se prépara à les bien recevoir. Par hasard, un rayon de lune frappa son visage. Les bandits reculèrent avec crainte et rengainèrent leurs machettes. « Ah ah !» dit l'inconnu, avec un sourire de mépris, tout en s'avançant vers eux. « Vous m'avez reconnu, mes maîtres. Vive Dieu ! J'en suis fâché. Je me préparais à vous donner une rude leçon. Est-ce donc ainsi qu'on exécute mes ordres ?» Les bandits restèrent muets, contrits et repentants en apparence. « Ça !» continua l'inconnu. « Videz vos poches, maître coquin, et rendez à ces dames ce que vous leur avez enlevé. » Sans hésiter, les voleurs débâillonnèrent la duègne et restituèrent la riche proie qu'un instant ils avaient cru pouvoir s'approprier. Donia Luz ne revenait pas de son étonnement. Elle considérait avec une surprise extrême cet homme étrange qui possédait une si grande autorité sur des bandits sans foi ni loi. « Est-ce bien tout ?» dit-il en s'adressant à la jeune fille. « Ne vous manque-t-il plus rien, señora ?»« Plus rien, monsieur ?» répondit-elle, plus morte que vive, sans même savoir ce qu'elle disait. « Maintenant partez, continua l'inconnu. Je me charge d'escorter ces dames. » Les bandits ne se le firent pas répéter. Ils disparurent comme une volée de corbeaux en emportant leurs blessés. Dès qu'il fut seul avec les 2 femmes, l'inconnu se tourna vers Donia Luz. « Permettez-moi, señorita, » lui dit-il, avec la plus fine courtoisie, « de vous offrir mon bras jusqu'à votre palais. La frayeur que vous venez d'éprouver rend votre marche incertaine. » Machinalement, sans répondre, la jeune fille passa son bras sous celui qu'on lui présentait. Ils partirent. Arrivés au palais, l'inconnu frappa à la porte, puis ôtant son chapeau, « Señorita, lui dit-il,
Je suis heureux que le hasard m'ait permis de vous rendre un léger service. J'aurai l'honneur de vous revoir. Depuis longtemps déjà, je suis vos pas dans l'ombre. Dieu, qui m'a accordé la grâce de vous parler une fois, me l'accordera une seconde, j'en suis certain. Quoique dans peu de jours vous deviez partir pour un lointain voyage. Permettez-moi donc de vous dire non pas adieu, mais au revoir. Et, après s'être incliné profondément devant la jeune fille, il s'éloigna rapidement. 15 jours après cette bizarre aventure dont elle n'avait pas jugé à propos de parler à son oncle, Doña Luz quittait Mexico sans avoir revu l'inconnu. Seulement, la veille de son départ, en entrant dans sa chambre à coucher, la jeune fille avait trouvé sur son prie-dieu un papier plié en 4. Sur ce papier étaient écrits ces quelques mots, d'une écriture fine et élégante. « Vous partez, Doña Luz. Souvenez-vous que je vous ai dit au revoir. Votre sauveur de la calle des Plateros. » Pendant longtemps, cette étrange rencontre avait fortement occupé l'esprit de la jeune fille. Un instant, elle avait cru que le cœur loyal et son sauveur inconnu étaient le même homme. Mais cette supposition s'était bientôt évanouie. Quelle probabilité qu'il en fût ainsi? Dans quel but le cœur loyal, après l'avoir sauvé, se serait-il si promptement éloigné? Cela eût été absurde. Mais, par une de ces conséquences ou de ces inconséquences, comme on le voudra, de l'esprit humain, au fur et à mesure que l'aventure de Mexico s'effaçait dans sa pensée, le cœur loyal y grandissait. Elle aurait voulu voir le chasseur, causer avec lui. Pourquoi? Elle ne le savait pas elle-même. Pour le voir, entendre sa voix, s'enivrer de son regard si doux et si fier, pas autre chose. Toutes les jeunes filles sont ainsi. Mais comment le revoir? Là se dressait une impossibilité devant laquelle la pauvre enfant baissait la tête avec découragement. Cependant, quelque chose au fond de son cœur, peut-être cette voix divine qui dans le recueillement de l'amour parle aux jeunes filles, lui disait que bientôt son désir serait accompli. Elle espérait. Quoi? Un incident imprévu, un danger terrible peut-être, qui les remettrait face à face. L'amour véritable doute quelquefois. Il ne désespère jamais. 4 jours après l'établissement du camp sur la colline, le soir, en se retirant dans sa tente, la jeune fille sourit intérieurement en regardant son oncle, qui se préparait tout pensif à se livrer au repos. Doña Luz avait enfin trouvé le moyen de se mettre à la recherche du cœur loyal. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et dans ce 4e vlog lecture sur Les Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Pour ceux qui notent sur une application de lecture, on est à 41% du livre. J'ai calculé rapido, il va rester 2 dimanches à peu près, 2 dimanches pour finir la première partie, et la deuxième elle est un peu plus courte, donc je crois qu'à la louche en fait il reste 6, il va rester à peu près 6 dimanches pour lire l'ensemble du bouquin. Donc là on a lu 4 chapitres, le fantôme, le camp retranché, le marché, psychologie. Je trouve honnêtement les titres un peu foireux. Psychologie, ça m'a fait trop rire. Je me dis, oh, ça donne tellement envie de rêver, d'aventure, tout ça. Mais bref. Donc le fantôme, c'était le gars qui avait été retrouvé par Cœur Loyal et Belle Humeur dans le fort qui était dévasté. Donc le fort où habitait la maman de Cœur Loyal. Donc je crois qu'on n'est pas sûr à 100% en fait que Cœur Loyal est bien l'enfant, je crois qu'il s'appelait Raphaël, du prologue, et sa mère du coup la maman du prologue, à savoir le jeune garçon, enfin l'adolescent qui avait perdu un jeu de cartes, foutu le feu à une maison et tué un vaquero qui voulait l'arrêter. Donc a priori c'est lui. J'arrive pas à savoir par contre si son père est présent aussi, j'ai pas l'impression. Je sais pas si sa mère a refait sa vie ou je sais pas, mais j'ai l'impression que son père il est pas dans l'histoire.
Puis Cœur Loyal n'a parlé que de sa mère. Euh, mais je crois que ça ne nous a pas été non plus complètement, comment dire, complètement confirmé. On a juste un faisceau d'indices. Mais je pense que c'est le cas. L'histoire du camp retranché, c'était intéressant. Je trouve que c'est quand même une histoire qui est vachement guidée. Je sais pas si c'est une histoire qui était publiée en feuilleton, du genre vous aviez un chapitre par semaine. Il y a d'ailleurs un truc qui m'a fait rire, c'est oui, bah en fait où ils vont camper, je l'ai déjà décrit il y a quelques chapitres, donc je le redécris pas. Ok. J'aurais bien aimé que tu me redécrives parce qu'en fait je savais plus. Donc le camp retranché, on retournait avec le général et sa nièce qui avaient subi du coup l'attaque des Indiens. C'était des Comanches, il me semble bien. Le feu de prairie. Ils ont été sauvés par Cœur Loyal et Belle Humeur. Et on sent depuis tout le temps le babillard, il est dans le collimateur de tout le monde. C'est écrit traître sur son front. Donc on est quand même sur des choses qui sont, enfin, une narration qui est très expliquée, ce qui me dérange pas non plus, hein. Je trouve que c'est assez cool à lire parce que c'est assez simple. Et le fait que ce soit fractionné, comme je lis, qu'une fois par semaine, donc au final j'ai du décalage aussi, et vous aussi, ce qui fait que moi il y a des trucs que j'ai zappés, je pense. Et notamment, ouais, l'histoire du marché, je trouvais ça intéressant. Et en voyant en fait ce nouveau personnage, je me disais, mais est-ce que c'est quelqu'un qu'on avait déjà vu ou pas? J'ai eu un doute. Et en fait, je pense pas. Parce qu'il nous avait déjà décrit la tête d'aigle, qui a le bras pété, hein. La tête d'aigle qui est l'ennemi de Belle Humeur et de Cœur Loyal. Et la tête d'aigle, lui, c'est un, il a été élevé chez les Comanches, mais il fait partie une autre nation. J'ai oublié le nom. Euh, Az- Osage, je crois. Osage, il me semble. Et donc déjà lui, c'était un peu écrit ennemi, mais le nouveau là, le nouveau chef, c'est assez bizarre parce que on n'arrive pas trop, enfin j'arrive pas trop à savoir ce qu'ils veulent. Parce que est-ce que c'est lui qui a organisé avec les Comanches le fait que on va massacrer tout le monde et puis on va le choper, enfin pour que je chope cette jeune fille dont je suis tombée amoureux. Alors clairement, il paraît quand même vachement dans le ce nouveau personnage là. Il a pas de nom d'ailleurs. Et il y a un truc qui était perturbant, c'était le fait que je crois que lui aussi il est nommé capitaine. Mais du coup c'est je pense que c'est un peu un cafouillage dans le bouquin. On n'est pas sur de la traduction en plus, hein. Souvenez-vous, donc on est sur un livre qui est écrit en français par un français. On n'est pas sur de la traduction, donc je pense qu'il donne les. Peut-être qu'il manquait un peu de vocabulaire et qu'il a dit capitaine pour ce gars-là, parce que c'est le chef en fait. C'est le chef de sa troupe de détrousseurs. Donc une troupe de détrousseurs qui peut être autant dans la ville où il y avait le couvent de Donialous et où il y avait le palais du général, et il est aussi un coureur des bois, les pirates des prairies. J'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans. Alors j'aime bien, ça m'a fait un petit peu rire le côté la gamine en fait, enfin la gamine, Donialous elle a 16 ans. Il me semble qu'elle elle avait 16 ans et sa servante avait 15 ans. Dommage qu'on n'ait pas revu la servante qui a été rigolote. Et Donialous, en gros, elle, elle allait se faire détrousser avec la douane. Donc la douane, je crois que c'était des vieilles veuves qui sont habillées tout en noir. Si vous vous souvenez, je crois que c'est dans La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès, on en avait un exemple je crois que c'est Alice Sapritch. Je suis vieille, hein, de me souvenir de ça. Je vous mettrai une photo d'elle si ça vous dit. Il me semble que c'était La Folie des Grandeurs. Vous vous souvenez, il est l'or, Monseigneur. Et il y avait une douane. Donc c'était bon, c'est pas des femmes super fun parce qu'elles sont chargées de surveiller les jeunes filles,
Mais ouais, c'est les vieilles un peu chiantes, quoi. Et j'ai l'impression, bon, qui- cette dame-là, elle servait de chaperon, tout ça, elle a pas servi à grand-chose de plus. Mais c'était particulier. J'ai un peu de mal à repérer, parce que si le gars, il a fait... euh, il a provoqué cette espèce d'attaque par des bandits dans la ville pour pouvoir se donner le beau rôle de je vous sauve. La gamine, bon, elle a eu l'air de Nialouz de vraiment flipper par ce qui s'est produit et de pas avoir réussi à réfléchir ou quoi que ce soit, j'ai l'impression, hein. Ce qui fait qu'elle a peut-être pas capté qu'il y avait vraiment des liens entre ce mec qui l'a sauvée, qui rentre chez elle, qui lui laisse un mot, et qui a organisé en fait l'attaque dans la ville. Et bon là, de toute façon, elle ne sait pas. Là, le fait d'avoir été sauvée par Cœur Loyal, d'apporter les informations à son oncle que son oncle n'avait pas, à savoir que les deux hommes qui les ont sauvés sont partis tout seuls. Elle a discuté avec eux et elle a chopé leur nom, à savoir Cœur Loyal et Belle Amie, Belle Humeur, pardon. Du coup, c'est assez, je sais pas, c'est assez particulier. Je sais pas exactement. Je pense qu'on va avoir une histoire d'enlèvement là, évidemment. Mais ouais, je sais pas. Il y a un côté, il y a un côté qui est très dynamique, assez entrecroisé. J'ai l'impression qu'il y a des petits cafouillages, mais pas plus que ça non plus. C'est peut-être un roman en fait qui est écrit un peu au fil de l'eau et qui n'est pas trop relu derrière. C'est tout à fait en fait l'histoire du rythme feuilletonesque où les auteurs de cette époque-là, ils étaient soumis à un rythme de fou et qu'en fait ils devaient pisser de la ligne entre guillemets et ce qui fait que l'ouvrage n'est pas forcément d'une qualité moindre, mais peut-être que s'il était un peu relu derrière, ça passait mieux. Je sais pas du tout, ça m'intrigue en fait. Est-ce que ces livres, enfin ces histoires qui étaient publiées dans des journaux, et réunies ensuite sous forme de livres, est-ce qu'ils étaient réécrits? Est-ce qu'ils étaient relus, corrigés comme on peut le faire aujourd'hui dans l'édition, dans l'auto-édition? Donc je sais pas. Je ne sais point. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime bien. Je trouve que ça change un petit peu, ça se prend pas trop le chou. C'est l'auteur, il a la flemme de décrire un truc parce que peut-être qu'il se souvenait plus, du coup il le décrit pas, rien à foutre. C'est assez marrant. C'est- Non mais j'imagine tout à fait quelqu'un qui publie un truc à chapitre sur une plateforme de publication sur internet et qui dit oui en fait cette pièce-là elle a été décrite dans le chapitre 3 donc je l'avais vachement bien décrit donc va voir. C'est c'est rigolo. Parce que justement les descriptions, un truc qui aurait pu être cool, c'était une description un petit peu la description peut être faite différemment selon la personne qui est présente dans le lieu. Parce que si au début on a par exemple, je crois que c'était Cœur Loyal et Belle Humeur qui étaient dans cet endroit-là, un endroit qui était pour eux complètement habituel, qu'ils maîtrisent, ils connaissent. Et je crois que c'est là où on les avait vus. Je sais pas si vous vous souvenez. Cœur Loyal, il était en train de se, il avait son chien à côté, il était en train de faire du feu, compagnie. Et en fait, Belle Humeur, il arrive. Je sais pas, je crois que c'était ça. Il y avait une atmosphère un peu mystérieuse, il faisait nuit, tout ça. Il lance un cri d'animal, l'autre lui répond et oh c'est cool, c'est le pote en fait. Et je crois qu'on était sur un truc comme ça. Mais dans ce lieu-là qui était un peu encaissé, fortifié entre guillemets, fortification un peu naturelle, on a du coup des gens qui connaissent pas ce lieu. Alors le traître là, je sais plus comment il s'appelle, le babillard, il connaît ce lieu pour ça qu'il s'échappe et puis qu'il va discuter avec ses collègues, entre guillemets. Mais le général, le capitaine, Donia Luz, ils connaissent pas. Donc ça peut être sympa le côté, si c'est un truc qui est un peu encaissé, peut-être que Donia Luz, quand elle discute à l'extérieur de la tente avec son oncle, elle va se rendre compte, par exemple, que, dis donc, avec l'espèce de falaise qu'on a derrière nous, ça résonne vachement quand on parle.
Alors que peut-être, par exemple, on aurait pu avoir sur un effet de résonance, Cœur Loyal et Belle Humeur qui parlaient à voix basse. Parce que justement, avec le côté un peu encaissement, je fais plein de gestes avec mes mains, avec le côté encaissement, ça porte et du coup ils sont habitués à ça. Comme ils veulent pas se faire repérer, et ben ils parlent à voix basse. Donc je sais pas. Après, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est divertissant, c'est cool. Il aime bien faire des longues phrases. Je trouve qu'il y a un petit peu de répétition. C'est pas très grave. C'est sympa, quoi. C'est un bouquin qui se lit bien. Je sais pas vraiment où ça va, hein. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je suis limite à me dire que j'irais bien piocher dans un autre bouquin de lui. Je pense aussi que je prendrai un petit abonnement avec Jack London, parce que j'avais bien aimé Les Mutinées de Elseneur. Donc voilà, on verra. En tout cas, c'est pas vraiment un. Ça ne remporte pas les suffrages, hein. C'est pas énorme. Les trappeurs de l'Arkansas, c'est pas grave. Le Japon, pas franchement non plus. C'est peut-être la pause qui n'était pas au bon endroit. Le Japon un peu, ça dépend. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon dimanche. Normalement, mercredi, ça va être une vidéo sur 3 livres auto-édités que j'ai reçus en service de presse, donc gratuitement par les auteurs. Une romance contemporaine qui se passe au Japon, ça s'appelle Fujilove, c'est de Sarah Fay, avec une superbe couverture toute punchy, toute colorée. Une fantaisie où des sorcières sont persécutées dans le royaume où elles vivent, c'est L'ombre des flammes de Laetitia Claver. Et une romance avec des gens qui mangent des gens, c'est Vorago de Lazare Rochemont, qui a une très belle couverture également. Les trois ont des très belles couvertures. Laetitia Claver a fait sa propre couverture. Donc je m'arrête là, à samedi prochain pour la suite, et je crois la fin d'ailleurs, des Fables et légendes du Japon, de Claudius Ferrand. J'hésite encore à passer sur d'autres contes, ou peut-être un Sherlock sur les contes. Et puis à dimanche pour la suite des Trappeurs de l'Arkansas. Passez un très bon dimanche, à tout bientôt, lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!